Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être toujours au rendez-vous de Dimanche politique. Oui, l'heure est aux professionnels des médias de commenter, d'analyser l'actualité ici ce dimanche. Eh bien, ils sont présents, toujours au rendez-vous. Je commence par ma droite. Monachiro Soubérou, bonjour. Bonjour Thierry Louroussa, bonjour aux auditrices et auditeurs de ETélé. Très bien, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef donc, du quotidien, l'autre quotidien, Mondachiro Soubérou. Oui, nous avons également un autre, rien que des rédacteurs en chef avec nous ce dimanche, Gabin Goubilly. Bonjour. Bonjour Théodule Ronsa, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent dans ce moment. Très bien. Gabin Goubilly est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'être au rendez-vous de ce dimanche. C'est un plaisir. Très bien, merci. Et avec vous, Eric Koutiko. Eric Koutiko, bonjour. Bonjour Théodule Ronsa, chers amis téléspectateurs de télé, bonjour. Eric Koutiko est le rédacteur en chef de Royal Web TV qui nous vient directement de Dango, de Lomé. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Très bien. Et comme nous en avons bien l'habitude, ce sont les collègues qui proposent les sujets. L'actualité a été quand même riche cette semaine. Nous y allons très rapidement et nous commençons bel et bien par Gabin Goubilly, votre sujet. Oui. Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de cette actualité qui défraie la chronique depuis quelque temps. Il s'agit de l'arrestation des cybercriminels. J'allais dire. Il y a la traque qui a été quelque peu renforcée par l'Office central de répression de la cybercriminalité. Et ça fait beaucoup de débat au niveau de l'opinion. J'aurais souhaité qu'on en parle. Mais bien avant, il faudrait qu'on aborde très rapidement cette actualité qui défraie la chronique. Depuis ce vendredi, il y a l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a adressé une lettre officielle au président de la République qui, en tout cas, il a fait une sortie pour demander la libération de Rekiata Madougou, une demande qu'il a adressée depuis 2 ans. Il aurait même fait des compromis, et puis déjà, ça fait vraiment l'actualité. Votre avis sur la question? Non, je pense que Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la République, est dans son registre. Vous savez, il a une position aujourd'hui qui le met un peu dans une sorte d'apaisement de la tension du climat sociopolitique. Et donc, Nicéphore Soglo est fondé, n'est-ce pas, à demander à ce que ceux qui a demandé un certain nombre de choses, à ce que ceux qui sont peut-être contraints à l'exil, ceux qui sont condamnés à diverses peines et qui sont au niveau des tribunaux, qui sont considérés à tort ou à raison comme des prisonniers politiques, recouvrent un peu leur liberté. Ça a été de tout ça son combat. Je pense qu'il est dans son rôle. Et bon, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une exclusivité. En tout cas, moi, j'estime que ce n'est pas la première fois que Soglo formule de telles exigences. Donc, il appartiendra au chef de l'État et à la justice de notre pays qui est en train de gérer, n'est-ce pas, à ce dossier-là, d'apprécier la justesse, n'est-ce pas, de cette revendication. Encore que le verdict est presque rendu, donc il appartiendra de trouver des portes de sortie, peut-être au plan politique, pour voir dans quelle mesure on peut mettre en liberté, n'est-ce pas, Rekia Madougou et tous les autres qui se retrouvent presque dans la même situation qu'elle. Très bien. Merci. Eric Koutiko, votre avis sur la question. Vous avez suivi l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo par rapport au sujet. Qu'est-ce que vous en dites? Justement, pour qui connaît l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, il lutte depuis un bon moment pour l'apaisement de l'actualité politique au Bénin. De la tension politique et sociale. Donc, c'est pas pour la première fois qu'il adresse une telle lettre ouverte au président Patrice Talon. Tout le monde sait que depuis 2016, nous avons des exilés politiques, des prisonniers politiques. Alors, si il adresse cette lettre au président Patrice Talon, c'est justement, il veut une cause, mais tout le monde sait que Rekia Madougou est déjà condamné par la justice béninoise à une peine de 10 ans
d'emprisonnement ferme. Donc le reste, je ne sais pas, le président n'a pas... c'est bel et bien la peine de Reiki Amadou, c'est 20 ans. C'est 20 ans, c'est Aïvo qui a 10 ans. Bien. Voilà, elle est condamnée à 20 ans de prison ferme. Vous savez, c'est dur. Donc si le président Nicéphore Soglo est en train de mener cette démarche-là, c'est peut-être pour demander à ce que le président Patrice Talon puisse porter un coup de main pour que ces gens-là puissent recouvrir leur liberté. Très bien. Ça, c'est votre avis. Mona Chirou, mais l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est allé jusqu'à parler, et il a dit qu'il aurait même fait des compromis. Oui. Est-ce que ce n'est pas, en tout cas, sorti des secrets de haut niveau? Bon, ça ressemble un peu à Zora quand même. Oui, ça ressemble à Zora. Et puis, moi, je me permets toujours de dire que lorsqu'on a eu la chance de diriger un pays et qu'on a terminé, qu'on est descendu, on devient une référence, on devient un repère. Et je crois que c'est beaucoup plus à ce titre que chaque fois que le président Nicéphore Dieudonné vient à nous offrir ces occasions qu'il nous offre, il faut qu'on ait un peu de l'écoute. Parce que n'a pas eu la chance de diriger un pays qui veut. Ancien Premier ministre, puis président de la République. Tout à fait. Donc, en fait, on a excusez-moi, on a un monument en face de nous, là. Et il connaît un peu tout ce qu'on... les arcanes de la gestion du pouvoir, il les connaît. Et puisqu'il les a exercés. S'il opine sur un problème, bon, prenons un peu de la hauteur pour avoir un peu de l'écoute. C'est vrai que ça peut paraître parfois redondant de le voir parler, mais bon, ce qu'il dit participe un peu à l'apaisement du pays. Et ça, nul ne dira que c'est de trop. Parler de l'apaisement du pays, parce que on ne peut pas, chacun de son côté, se sentir à l'aise lorsqu'il y a feu dans le pays. Lorsque ça brûle, ce n'est pas bon. Donc, des personnalités de ce rang, lorsqu'ils parlent, ayons un peu de l'écoute par rapport à ce qu'ils disent et faisons au mieux ce qu'on peut faire pour qu'on aille un peu dans le sens de la calmie. Sans oublier que le problème qu'il pose est un problème un peu délicat, puisque c'est carrément une décision de justice dont la peine est pratiquement en cours, où les intéressés sont en train d'écumer déjà leurs différentes peines. Bon, est-ce qu'il faut laisser la situation en l'état? Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et par rapport à cela, ce ne sont que des points, c'est-à-dire des pistes de solutions, des pistes politiques qui puissent nous amener à régler ces problèmes. Et lorsque des personnalités comme l'ancien président Nicéphore Soglo parlent, je crois que c'est de ce côté-là qu'ils demandent encore qu'on actionne ce qu'on peut actionner afin que, bon, les uns et les autres puissent au moins recouvrer peut-être leur liberté ou adoucir un peu les choses pour que au moins le pays se sente beaucoup plus apaisé et pour le bonheur de nous tous, y compris les dirigeants. Parce que personne ne veut, quand même, ne souhaiterait avoir affaire à un pays à feu ou un pays toujours troublé, alors qu'on a véritablement des actions de développement à mener. Donc c'est dans ce registre que je pense qu'on peut inscrire l'intervention ou la déclaration de l'ancien président Nicéphore Soglo, que j'invite, à laquelle j'invite chacun de nous à s'y pencher. Très bien. Merci. Et nous revenons à vous, Gabin Gobilly, par rapport à votre sujet de l'arrestation tous azimuts des cybercriminels. Mais selon vous, pourquoi est-ce que ça crée une polémique? Non, ça crée une polémique simplement parce que l'opinion publique n'a pas compris ce qui est en train d'être fait. Parce que là, c'est comme si on a tendance à légitimer quelque chose qui quand même a un caractère purement illégal. Moi, j'ai trouvé un peu impertinent les réactions qu'on a eues de part et d'autre. C'est comme si des gens qui ont parlé, qui ont réagi,
qui ont manifesté quand même une certaine indignation contre l'arrestation ou la traque renforcée contre les cybercriminels, se disent que bon, on aurait dû procéder autrement. Mais de quel autrement ils parlent? Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous, autant que nous sommes, qu'il s'agit d'un acte, d'une infraction. La cybercriminalité est une infraction prévue, punie par la loi. Absolument. Donc la répression de cet acte-là est chose normale. Et donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on s'emporte, on s'émeut pour quelque chose qui ne devrait pas être sujette à indignation ou à réaction. Aujourd'hui, on voit que ça va dans tous les sens. C'est comme si on s'étonne de ce qu'aujourd'hui, l'Office central de répression de la cybercriminalité ait décidé de renforcer un peu la répression, ait décidé de renforcer un peu la traque contre la cybercriminalité, alors qu'il y a même des lois qui sont votées au pays et qui ont prévu un peu cette répression-là contre ce phénomène. Il ne faut pas se voiler la face. Les réactions qu'on a de part et d'autre aujourd'hui, c'est comme si les gens ont laissé faire pendant longtemps et on est presque complice d'une omerta collective. C'est-à-dire qu'on se tait, on sent qu'il y a le phénomène s'est développé de par le silence qu'on a entretenu au sein de notre société, au sein, n'est-ce pas, au niveau de nos maisons et de nos populations, si bien que cela semblait légitimer un peu la chose. Alors que ceux-mêmes qui sont arrêtés et ceux qui s'adonnent à cette pratique de cybercriminalité ne sont pas ignorants du caractère illégal de l'acte ou de la pratique. Donc du coup, je pense qu'on ne doit pas s'étonner de ce que aujourd'hui l'office qui est chargé de réprimer un peu cette infraction-là a pris ses responsabilités et a décidé, n'est-ce pas, d'aller à l'assaut de ceux qui se mettent au travers, n'est-ce pas, de la loi. Donc je pense que c'est un combat légitime qui se mène et donc c'est un faux procès. C'est des arguments d'ailleurs de bas étage qui sont avancés ça et là pour condamner un peu la traque qui est menée aujourd'hui. Parce qu'à la vérité, c'est quoi? Beaucoup vous diront que non, c'est une parade presque au chômage des jeunes. C'est une parade peut-être à la délinquance ou à la débauche dans lesquelles les jeunes se seraient illustrés parce que n'ayant pas d'issue après des diplômes obtenus au niveau de nos écoles, de nos universités, mais cela ne saurait expliquer ou justifier un peu qu'on aille dans un acte purement criminel. J'ai même entendu des personnes aller jusqu'à demander à ce qu'on adoucisse un peu les peines de ces cybercriminels-là. À ces personnes-là, je vais dire simplement que la loi n'a pas prévu, la loi n'a pas inventé aujourd'hui les peines qu'il faut appliquer à des gens qui s'illustrent dans cette pratique-là. Donc c'est quelque chose qui est prévu par la loi et les magistrats ou, si vous voulez, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne fait qu'appliquer ce que le Code pénal a prévu en la matière. Et je pense que cela ne doit pas donner lieu à polémique. Il faudrait plutôt amener ceux qui s'adonnent à cette pratique et qui d'ailleurs ne sont pas inconscients du caractère pénal de l'acte qu'ils posent à pouvoir se repentir et à pouvoir se reconvertir peut-être dans d'autres activités. Parce que, qu'on le veuille ou non, et je pense que beaucoup vont s'accorder à ce que je dis, qu'on le veuille ou non, cette pratique constitue quand même une menace pour notre jeunesse. Parce qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui la cybercriminalité comme une parade au chômage, comme une parade au sous-emploi qui sévit chez nous aujourd'hui. Très bien. Oui, Eric Kouchika, votre avis, est-ce qu'il faudrait-il s'indigner de la traque qui est menée aujourd'hui contre la cybercriminalité? Je suis étonné quand je vois les gens s'indigner par rapport à cette traque-là. Je tiens d'abord à féliciter le OCRC pour ce travail qu'il abat dans ce sens-là. Ce qui étonne chez les cybercriminels, ce n'est pas l'enrichissement illicite qu'ils se font, mais c'est plutôt leur collaboration entre ces gens appelés Rounon ou Bokono. Parce que si vous vous rappelez, quand
cette affaire a commencé par défrayer la chronique. Nous avons entendu dans ce pays que c'est des gens qui font des rituels avec le sang humain pour pouvoir bien prendre leur butin. C'est par là d'ailleurs que la traque a commencé. Donc quand je vois... Des sacrifices humains où on annonce la disparition de telle ou telle on personne. apprend que telle personne, l'individu a été retrouvé mort, ses organes amputés, etc. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là que le gouvernement a lancé cette lutte-là. Et depuis que cette lutte a commencé, nous avons constaté que ce que nous vivons, ce que nous entendions dans le passé, on n'a plus l'habitude d'entendre ça, les pètes des populations, les corps sans vie retrouvés, par-ci, par-là, ça a diminué. Maintenant, je ne sais pas quel courage ces gens-là continuent d'avoir lorsque ils entendent que telle ou telle personne est arrêtée, il est condamné à telle peine, pourtant ils ne veulent pas laisser le job. Je ne sais pas le courage qu'ils ont qui les anime. Ils continuent à faire ce jeu-là. Sinon que c'est bien cette traque-là. Moi j'applaudis et je félicite le gouvernement et l'OCRC qui est en charge de ce acte-là. De la question. Oui, Mona Chirou, mais quand on en vient à des face à des cybercriminels qui sont devenus de vrais récidivistes. Alors, c'est une question quand même très dangereuse pour la sécurité, quand on va plus loin, en dehors de tout ce qui est économie, mais pour la sécurité de l'État, c'est quand même très dangereux parce qu'il y a des informations, et quand les gens s'adonnent à cette cybercriminalité, les informations peuvent être traquées. Il faut craquer, il faut la craque, en tout cas c'est l'expression utilisée pour en tout cas défoncer certains codes, je dirais, mais c'est quand même sérieux. C'est très sérieux, c'est même grave, c'est gravissime, dira-t-on. Parce que, vous voyez, à chaque époque, ces aspects maléfiques. Tu as dit bénéfique et maléfique, oui, les deux à la fois, le yin et le yang, c'est ça? Ici, hier, c'était pour être voleur, il fallait avoir de la carapace. C'est-à-dire, il faut être baraqué et prêt à zigouiller son prochain et lui arracher ses trucs. Au fil du temps, le monde a évolué. Et nous, les gamins, les hommes. Et l'ingéniosité aussi a évolué. Avec pratiquement, et surtout, l'Internet et tout. La digitalisation, je veux dire. Donc, les gens, c'est hors la loi, là. Parce que, quoi qu'on dise, hein, je rejoins mes collègues pour dire que pour rien au monde, il ne faut même pas donner de répit à ces garçons-là. Il faut les traquer et les traquer jusqu'au dernier retranchement. Et j'aurais même appris que la dernière, les 15, ils sont 15, non? Il y aurait une femme qui serait même pratiquement une des patronnes du réseau. Vous imaginez une femme dans de pareilles activités, dans de pareilles... Et il semble qu'elle est vraiment rodée. Jusque-là, on n'a pas cru décliner son identité, mais... Parce que jusque-là, c'est des présomptions. C'est présomption, oui. Bon, mais la constante, c'est que c'est une femme. Bien sûr, c'est la femme. Ce qu'on retrouve très souvent, parce que quand le réseau est démantelé, vous trouvez toujours des femmes, une ou deux, trois femmes. Ça choque la morale, parce que habituellement chez nous, selon notre culture, c'est là où je viens venir, notre culture. Oui. Mais est-ce que, de vous à moi, on peut retrouver des femmes dans de pareilles... Cette activité-là. Non. Ça doit nous donner à réfléchir. Parce que même les voyous qui s'y adonnent, bon, qui m'excusent, moi je les appelle des voyous parce que tout ce qu'ils font, non, ils font preuve de voyous. On peut gagner sa vie autrement. Lorsqu'on a de l'ingéniosité dans, par exemple, l'informatique, on peut le multiplier, on peut le développer autrement. Mais les startups que les gens créent, les applications aujourd'hui pour faciliter la gestion de tout, pour faciliter même notre mode de vie, notre fonctionnement. Bon, pourquoi on ne va pas dans ce sens et on va dans le sens qui est le mauvais? C'est-à-dire on développe le génie que peut-être Dieu nous a donné, parce qu'effectivement, quand vous les prenez, ah non, il faut le tirer chapeau.
C'est-à-dire le mode opératoire, quand on vous les demande des fois, il faut avoir quelque chose dans le Congolo pour y réussir. Mais pourquoi on ne peut pas mettre ça là au service du développement de notre pays? Ailleurs, Sri Lanka, même au Rwanda, quoi qu'on dise, les gens, ils développent les aptitudes qu'ils ont dans ces domaines-là pour faciliter la vie, pour être vraiment dans la modernité et faire vivre leur population. Pourquoi nous, on ne va pas dans ce sens? C'est comment ramasser rapidement, lorsque j'ai votre code, et vous faire pleurer parce que l'instant d'après, quand vous constatez que ce n'est plus ça, oh, moi, je me réjouis. Et le drame dans ça, c'est le lien que l'ami a rappelé tout à l'heure, qu'on fait avec certaines pratiques occultes chez nous, qui de plus en plus n'honorent même plus une partie de nos divinités. Ça doit nous donner à réfléchir. Interpeller la conscience de ces divinités. Ce n'est pas croyable. Qu'on me dise que pour assouvir ce genre de besoin, il faut aller rechercher du sang humain. Il faut aller rechercher, je sais pas, des petits. Parce que la cible, ils ont leur cible. Et subitement, la quiétude est troublée au sein de la population. Parce que tel petit qu'on a vu hier, il a disparu. Ou son corps amputé, une partie de son organe. C'est pas pourquoi de plus en plus on a affaire à ce genre de situation. C'est bien dommage. Très bien. Mais ce qui écœure plus d'un, c'est-à-dire quand on fait des recherches, on retrouve qu'il y a des mains cachés en sous-titre, c'est-à-dire ils sont des mains invisibles, ils sont protégés. Eric Kouchika, ils sont protégés même au plus haut niveau, disons-le ainsi, c'est criminel, c'est cybercriminel. Alors si avec tout ce que fabriquent ces cybercriminels, il y a des mains invisibles qui les protègent, là c'est dommage. Parce que tout le monde sait que ce qu'ils font, c'est pas du tout bien. C'est vrai, nous avons appris l'arrestation de certains commissaires complices dans cette affaire tout récemment. Donc c'est vrai qu'il y a des mains invisibles. Mais pourquoi aller jusqu'à ce point? C'est étonnant. Et on se pose la question de savoir pourquoi il faut protéger ces gens-là qui doivent être traqués à la dernière rigueur, comme l'a dit Lenny tout à l'heure. Donc si éventuellement nous avons des personnalités qui les protègent, là, il faut que ce réseau-là aussi soit démantelé pour que nous voyons clair dans cette affaire. La cupidité dans cette affaire, cupidité. Non, absolument. Vous savez, vous demandiez tantôt pourquoi est-ce que l'opinion collective ou certains de nos compatriotes ont dressé le lit en quelque sorte au phénomène. Vous savez, la chair est faible face à l'argent. Parce que c'est une affaire de sous. La cybercriminalité, c'est vrai, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Selon leur mode opératoire, il faut être patient, il faut développer des stratégies, comment faire pour appâter un peu la potentielle victime. Il faut trouver des stratégies, des malices, des manœuvres quand même pour la mener, n'est-ce pas, à sortir le pactole et à vous envoyer les sous. Ce n'est pas facile, c'est toute une stratégie qui est développée. Et quand ça vient, parfois, c'est en termes de millions. Donc, c'est beaucoup d'argent. Du coup, vous êtes parent peut-être d'un cybercriminel, d'un gaïban, et vous n'avez peut-être pas les moyens de subvenir forcément à ses besoins, et vous voyez votre enfant émerger, il paye, il va louer quelque part, il va louer peut-être une maison, il paye une voiture, et tous les week-ends, peut-être il vient vers vous, il vous donne... Et comme l'a dit le président de la République, faut. Voilà, il vous balance peut-être 200 000 ou 500 000, et malgré son jeune âge, c'est lui quand même qu'on voit avant de débloquer les choses dans la famille. Ah, du coup, vous dites, bon, mon fils est en train d'émerger, et donc il y a de quoi le soutenir dans son activité, quand bien même on n'a pas le réflexe de se demander, mais à quoi est-ce que mon enfant ça donne? Qu'est-ce qui lui fait rapporter autant d'argent? Vous voyez un peu, c'est ça le réflexe. Ça dit que c'est ça la réalité, c'est de ça il s'agit. On ne se demande même pas d'où est-ce qu'on sort tout ça, mais on se réjouit de ce que mon enfant, il a percé, il a émergé, il a réussi dans la vie. Et donc, du coup, beaucoup se donnent à cela. Et c'est difficile. Je comprends un peu la difficulté qu'ont ces petits jeunes frères aujourd'hui, qu'ont ces compatriotes, à pouvoir sortir une fois encore de ce phénomène. Il y en a parmi ceux qui sont arrêtés, il y en a qui ont déjà fait la prison une fois dans leur vie. Parce que pour avoir gagné de gros sous, c'est comme la drogue.
il est difficile pour vous de sortir de ce cartel-là. C'est pratiquement, la cybercriminalité est devenue pratiquement une filière aujourd'hui. Et qu'on développe, eh bien, tout le monde, il y a pratiquement beaucoup qui dépendent de cela. Mais ce n'est pas une raison pour que l'État ne puisse pas prendre ses responsabilités. Et c'est en cela que les arguments vilipendés de toi, de part et d'autre, de mon point de vue, ne sont pas du tout pertinents. C'est à la limite des arguments assez saugrenus et qui viennent de personnes qui fondamentalement ne comprennent pas de quoi il s'agit. Parce que le risque, c'est quoi? Ont-ils des réseaux, ces personnes-là? Ont-elles des réseaux ou qu'elles justement, d'une manière ou d'une autre, quand vous vous allez trouver, vous trouverez que des gens qui profitent peut-être des fruits de cette activité illégale-là. Et aujourd'hui, on a comme impression que c'est une menace pour notre société. Oui. Parce que du coup, beaucoup se disent qu'ils ne peuvent pas travailler pour la fonction publique, qu'on ne peut pas leur payer le salaire qu'ils gagnent dans cette activité-là, tout en perdant de vue qu'il s'agit là d'une activité illicite. Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a cela quelques temps, on a lancé un concours chez nous et difficilement on a pu réunir des dossiers pour aller à ce concours-là. C'est vrai que des gens font le lien, à tort ou à raison, par rapport à ce phénomène-là, mais c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui est en totale déperdition, qui a un penchant assez poussé vers la facilité, parce qu'on se dit, bon, gagner autant d'argent sans vouloir se donner assez de peine pour toute une vie, ben, c'est plus facile que de s'engouffrer peut-être dans la fonction publique ou aller travailler pour quelqu'un. Encore que quand vous voyez ces personnes-là se comporter dans la société, ils n'ont d'égard envers personne, ils ne respectent plus personne. Vous êtes peut-être le frère aîné d'un cybercriminel, il n'a aucune retenue à vous parler parce que c'est vous qui venez lui poser le problème. Il a plus d'argent que vous. C'est plutôt lui qui vient vous aider en cas de difficulté. Donc, il ne vous respecte pas. Donc, au-delà de ça, il faut qu'on voit ces aspects-là, sans oublier le fait que dans ce pays, par rapport au même phénomène, en 2018, en 2017, on a vu des frères égorger presque leurs parents pour pouvoir donner à un Kennedy ou à un fétiche, pour pouvoir alimenter, n'est-ce pas, leur réseau. Franchement, je pense que les gens doivent avoir de la retenue et penser à tous ces aspects-là avant de dénoncer la traque qui est en train d'être menée aujourd'hui. Très bien. Merci. Oui, mon ajout. Un petit mot là. Parce que hier, la cible de ces hors-la-loi, c'était beaucoup plus l'extérieur, c'est-à-dire ils ciblent des gens, des richissimes, des gens qui en ont. Et parce que hier, on ne leur a pas montré les méfaits ou les inconvénients de leurs actes, certains parents les ont même encouragés. Aujourd'hui, parce que les autres qu'on prenait pour cible hier ont ouvert certainement les yeux maintenant. Ce n'est plus facile pour quelqu'un de voir ou de réussir une arnaque. Mais ils se sont rabattus maintenant. Parce que les victimes sont nombreuses. Et du coup, c'est les phénomènes de perte d'enfants, rapte d'enfants par-ci, par-là, égorgés. En fait, des pratiques qui ne nous caractérisent pas, qui ne sont du tout pas propres à nos sociétés. C'est bien dommage. La traque, il faut la poursuivre. Il faut la poursuivre et redoubler même d'ardeur et de vigilance pour au moins venir à leur faire perdre cette envie de gain facile. Mais le chômage ne peut pas être la raison. Oui, la raison, c'est de non. Très bien, merci à vous. Nous allons évoluer, aborder d'autres sujets. Restez avec vous, Mona Chirou, pour parler de cette décision prise en Conseil des ministres d'acquérir 500 caméras piétons pour la police et la douane, renforcer leur capacité de travail. J'avoue que vraiment, mercredi dernier, j'étais un peu content. Un peu content, pas oui, beaucoup. Non, et très heureux. Vous étiez content de toute Oui, façon. parce que vous voyez, on dit une mission, les moyens. Avec tout ce qui se développe, c'est-à-dire le dispositif de gestion des affaires de l'État qu'on met en œuvre depuis 2016, il faut par moment des accompagnements du genre pour au moins réussir à mieux impacter un certain nombre de domaines, et notamment
les agents, aussi bien de la police que de la douane, vous n'êtes pas sans savoir peut-être leur mission, assurer la sécurité pour ceux qui sont de la police, veiller pendant que nous on dort, ils ne doivent pas dormir, veiller justement à la vigilance des hors-la-loi qui nous troublent la quiétude, les douanes de plus en plus renforcer le circuit de l'État. Mais tous ces agents de l'État, mais ils ont besoin d'être renforcés, aussi bien en équipement qu'en formation, pour pouvoir mener à bien la mission qui est la leur. Parce que ce n'est pas facile. Vous entendez souvent ce qui arrive, surtout aux douaniers, lorsqu'ils sont pris par les brigands. Le contrebandier. Ce n'est pas facile. Maintenant, le gouvernement ayant décidé de mieux les équiper dans l'accomplissement quotidien de leur mission, moi je pense, en fait je brûle même d'impatience parce que je ne connais même pas la matière. Les caméras, je ne connais pas. Et depuis, j'imagine... Vous êtes impatient d'abord de voir le matériel et de découvrir son mode de fonctionnement. Parce que, j'avoue, pour qui connaît quand même le président Talon, il ne s'aventure pas sur des choses. Comme on dit, il ne fait pas les choses à moitié. C'est sûr que c'est des équipements modernes, de type moderne, qui faciliteront la mission de nos agents, aussi bien de la police que de la douane. Et quand on me dit que c'est portatif, c'est-à-dire pratiquement, c'est un truc mobile, j'avoue que j'imagine de découvrir un peu, mais honnêtement, c'est déjà salué. Bon, donc on dit 500 pour un pays comme le nôtre. J'ai dit, mais commençons quelque part. Peut-être que 500, ce n'est pas pour tout le pays, pour le moment. Si déjà 500 peut cadrer Cotonou, voire Calavi ou Porto Novo, ben, on peut déjà s'en réjouir. Parce que quand certains dans le développement disent, mais pour un truc comme ça, est-ce que c'est 500 qu'il faut? J'ai dit, commençons déjà par un certain chiffre, quitte à voir, lorsque ça va prospérer, qu'on puisse dire, après expérimentation, ça a marché, donc on peut aller un peu au-delà. Donc franchement, moi je trouve que c'est très génial et c'est à saluer la décision. Oui, votre avis, 500 caméras, désormais de toutes les façons, ça donnerait moins de travail aux agents de la police républicaine et aux hommes de chez Mathieu. Parce que tout le monde sait, le monde l'a rappelé, les risques qu'ils courent, ces fonctionnaires de police et ces douaniers. Je crois que c'est une décision à applaudir des pieds et des mains. C'est une expression. Donc, si c'est des matériels pour ces hommes en uniforme, pour qu'ils puissent parfaire leur travail, je crois que c'est une très bonne décision que le chef de l'État a prise. Si ces matériels-là, pourvu qu'ils ne soient pas considérés, parce que dans un passé, nous avons appris l'achat de Alcotes ici au Bénin. On n'a utilisé que pendant 2 mois seulement, et puis où on a mis on les a arrangés où on ne sait pas. Donc si c'est que on doit acquérir des matériels comme ça et ne plus les utiliser, je crois que ça ne vaut plus la peine. Si c'est pour donner marché à un entrepreneur pour qu'il puisse assouvir, pour qu'il puisse gagner aussi quelque chose, et à coup de sueur, de toute façon, on laisse ces trucs-là. Ça relève du passé, ce que vous dites là. Mais l'histoire, c'est le récit des événements passés. Vous voyez, donc pour parler du présent, il faut se référer au passé. Donc vous et moi, nous connaissons l'histoire de Alcotes. Ça a fait quoi au Bénin? Ça n'a rien fait. Pourtant, c'est avec l'argent béninois qu'on a acheté ces choses-là. Si éventuellement les caméras seront utiles pour la douane et la police, je crois que le résultat, on est encore là pour apprécier ça après. Très bien. Oui, Gabriel, oui. Non, c'est une décision à saluer. Je ne vais pas répéter les confrères qui ont déjà très bien planté, décrypté cette actualité, ce sujet-là.
Il est à espérer, comme le confrère le disait tantôt, il ne faudrait pas qu'on se contente des annonces. C'est vrai que le gouvernement nous a habitués à une certaine manière de faire les choses avec rigueur, avec méthode et avec pragmatisme. Donc on paye ces matériels-là et que ces matériels véritablement puissent servir à relever peut-être les recettes de la douane, c'est une bonne chose. Que ces matériels permettent aujourd'hui à réduire le taux d'accident au niveau des routes, c'est une très bonne chose. Que ces caméras permettent aujourd'hui à véritablement situer les niveaux de responsabilité lorsque des usagers sont impliqués dans des accidents. On ne peut que saluer cela. Mais qu'on nous dise après, avant, qu'on nous fasse peut-être le point au fur et à mesure pour savoir quel a été le véritable impact de l'achat, de l'acquisition de ces caméras-là dans le dispositif aujourd'hui de nos militaires, de nos policiers. Qu'une bonne gestion en soit faite pour qu'on ne soit pas confronté, comme il a dit, au phénomène des alcotests où c'était juste pratiquement un effet d'annonce qui n'a duré qu'un feu de paille. Donc je vais espérer véritablement que ces équipements qui seront acquis aux frais du contribuable puissent contribuer véritablement à endiguer ces fléaux-là, ces problèmes que nous avons, à savoir l'excès de vitesse au niveau de nos routes, le taux d'accident au niveau de des routes également, et aussi à renflouer, peut-être à permettre à la douane de véritablement limiter les fraudes et renflouer totalement les caisses de l'État. Très bien. Oui, caméra de haute densité, piétons, pour la police républicaine et pour, je dirais, la douane, mais c'est sans oublier avec l'ingéniosité aussi des contrebandiers. Ça, c'est un phénomène à ne pas négliger, mon agent. Absolument. Oui, ça c'est une réalité. Mais ce n'est pas parce que justement on ne va pas négliger leur réaction, leur réactivité qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut faire. Il faut le faire, quitte à attendre qu'ils démontrent encore de par leur ingéniosité et qu'on recherche à des voies et moyens. En fait, il faut les tenir, ces types-là. Encore que... Vas-y. Non, encore que c'est certainement parce qu'on a estimé que les méthodes classiques ou les méthodes qu'on utilise jusque-là ont révélé certaines insuffisances qu'on a été obligé de vouloir doter nos forces de défense, nos policiers et nos douaniers, ces corps paramilitaires là, de moyens assez sophistiqués, assez modernes pour limiter, n'est-ce pas, les velléités de ces contrebandiers. Donc le gouvernement quand même a dû faire un état des lieux et a estimé que ce qu'il y avait comme dispositif ne permettait pas de juguler, de contrecarrer véritablement le phénomène de la fraude, des actes des contrebandiers, qu'on a cru devoir acquérir ces matériaux, ces caméras qui, on l'espère tous, c'est notre souhait à nous tous, vont contribuer à renouer, à véritablement endiguer ou combattre ces phénomènes. Alors, Eric Ochika, peut-on dire aujourd'hui que les forces de sécurité et de défense béninoises se modernisent peu à peu à travers l'acquisition de ces moyens-là? Vous savez, ce sont des mieux, tout ne se dit pas, mais pour le peu que nous apprenons, ça veut dire que la modernisation est en train d'amorcer. Sensible. Ah oui, ça, il faut le dire, il faut l'avouer, c'est pour moderniser ce secteur-là. Pour petit rappel, il y a des contrebandiers qui avaient pris en assaut un douanier dans le plateau, dans le passé. Ils l'ont amené dans leur forêt de Oro et ils l'ont tapé à mort. Je crois que si ces matériels existaient, le réseau sera vite démantelé et que le pire ne doit pas arriver. Donc c'est pour moderniser ce domaine-là que l'État a juste vu pour faire l'acquisition de ces caméras. Et ça va beaucoup aider les policiers, les douaniers, surtout avec ce qu'ils vivent avec ces contrebandiers-là. Surtout ceux qui font leurs choses avec les licences frelatées. C'est des gens qui menacent trop les douaniers, mais je crois qu'avec ce matériel-là, déjà de loin, avec la présence de la caméra, de cette caméra-là, ils seront vite démantelés, puis le tout sera joué. Très bien. Nous allons, un mot aussi par rapport à la modélisation des ordres de en fait, ce qui est sûr, si
chemin faisant, parce que là, c'est des annonces, ça va arriver. Parce que quand c'est dit, quand c'est acté, dit, en tout cas, on est habitué depuis oui, 2016. Quand c'est prédit, ça se fait là. Donc, quand par exemple ça va arriver et que ça va commencer par faire son petit bonhomme de chemin et que les gens vont développer d'autres aptitudes contraires pour vouloir, il y aura encore d'autres. Les réflexions, il faut réfléchir au fur et à mesure qu'on va pouvoir tenir la barque. Parce que vous voyez, les régies financières de la douane, on a besoin de ça. Pour au moins, parce qu'on crie, tout le monde se plaint. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas si, on ne mange plus, on ne fait plus. Mais il faut quand même qu'à un moment donné... Personne n'est resté affamé, tout le monde grossit de jour en jour. C'est une boutade. Mais oui. Oui, parce qu'en fait, ici, nous, on est les porte-parole de ceux-là qui n'ont pas peut-être l'argent. Les gens se plaignent. Et espérons que davantage, qu'on ait beaucoup plus d'avantages de ressources, surtout les régies douanières, pour au moins impacter davantage les populations. On en a véritablement besoin. On en a besoin. Très bien. Parce qu'une gouvernance, il ne faut pas gouverner que de l'autre côté. Les gens se lamentent. Hein. C'est ça. Mais je crois que même avant l'acquisition de ces matériels-là, le secteur douanier est déjà assaini depuis. Les douaniers d'aujourd'hui, ce n'est plus les douaniers d'hier où c'est faro partout. Donc le chef de l'État a déjà assaini ce domaine-là avant de penser à l'achat de ces matériels-là. Peut-être c'est pour rassainir davantage, peut-être. Sinon que la douane aujourd'hui, ce n'est plus la douane il y a 10 ans passés, il y a 15 ans, il y a 20 ans passés. Très bien, vous en savez quelque chose. Vous avez certainement des paroles à nuit qui vous ont fait des confidences. Nous allons évoluer, parler de ce qui s'est passé au niveau du grand voisin de l'Est, la République fédérale du Nigeria, qui a désormais un nouveau président élu, Asiwaju Ahmed Bola Tinubu. Vous avez voulu qu'on en parle, une nouvelle qui s'ouvre désormais? Justement, il faut d'abord féliciter le président Tinubu pour sa brillante élection à la tête de la République fédérale du Nigeria. Pendant ces élections, il faut noter que ça s'est passé dans le calme sans assez d'inconvénients, sauf le dimanche où les militants du parti en exercice, les militants du candidat Tinubu, ce sont ces militants-là qui ont causé un peu de dégâts dans... Vous avez les preuves? On a vu tout ça sur les réseaux qui ont... C'était juste pour empêcher peut-être les militants du Challenger à Tinubu à aller accomplir leur devoir civique. Mais hormis ça, tout s'est passé dans l'ordre et que c'est applaudi comment l'organisation de cette élection-là est faite. Maintenant, pour qui connaît Nigeria, c'est un pays grand et un pays d'affaires, de business. Le candidat, le jeune candidat de l'opposition, de la jeunesse, c'est lui qui a, dans ces thèmes de campagne, a voulu redynamiser le secteur des affaires. Voilà que malheureusement il n'est pas élu. Donc il faut... Vous êtes pour Peter Obi? Je n'ai pas de candidat au Nigeria. Je n'ai pas de candidat. Mais c'est finalement... À vous entendre, on dirait que vous avez déjà votre choix. Voilà. Mais c'est Tinubu qui est élu maintenant. Justement, c'est lui le président. Alors quelles sont les attentes? Qu'est-ce qu'il attend? En fait, c'est là la grande question. Que ce soit Aboubakar ou Peter Obi, en tout cas, même s'ils sont dans leur système de contestation comme on en a l'habitude en Afrique, oui, mais c'est Tinubu qui est élu et on en est là. Officiellement et démocratiquement président du Nigeria. Alors, Tinubu, il y a de grands défis qui l'attendent. Il sera face à l'inflation aujourd'hui. Ce n'est plus un secret pour personne. La monnaie nigériane a complètement chuté. Donc, il a ce défi-là à relever parce que ça a fait que l'économie nigériane a reçu un coup, un choc dur. Donc, pour le faire, il doit subventionner l'importation beaucoup
pour pouvoir relever ce défi-là dans le secteur économique. Parce qu'avec ce qui se passe avec la monnaie nigériane aujourd'hui, le Naira a chuté complètement et ça n'accroît pas l'économie nigériane. Quand nous prenons le domaine de la sécurité, vous n'êtes pas sans savoir que depuis des décennies, il y a ce phénomène des Boko Haram qui est le phénomène qui est installé dans le nord du pays et qui fait assez de mal. Donc, Tinubu est attendu sur ce terrain-là pour que les populations du nord Nigeria soient plus apaisées parce que le fléau est assis là-bas et que c'est là-bas où ça fait assez de dégâts. Donc, il doit relever ce défi-là aussi pour le bonheur des populations nigérianes. Très bien. Oui, c'est sûr, beaucoup de défis. Nous allons écouter Gabin par rapport à ça. Tinubu, désormais élu, c'est vrai, les contestations vont montrer. Hier, on a entendu Boubacar fait dans la matinée, au Peter Obis dans la soirée, qui demande à aller à tous les recours pour avoir la reprise des élections. Non, vous savez, c'est le mal un peu des élections en Afrique. Il n'y a jamais eu d'élection sans contestation. Heureusement en Afrique. que le Bénin a fait l'exception en 2007. À quelques exceptions près. Il n'y a pas d'élection sans contestation en Afrique. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. L'Afrique a toujours connu, je ne sais pas si c'est de mauvais perdants ou des gagnants qui peut-être sont passés par des manières peu orthodoxes pour accéder au pouvoir. Dans tous les cas, les élections sont souvent sujettes à polémique au niveau du continent africain. Ce qu'il faut déjà saluer, c'est le fait qu'on est passé du pouvoir par des manières plus ou moins pacifiques, démocratiques. Donc la transition du pouvoir par une manière démocratique, par la voie des urnes, est quelque chose à saluer. Et je pense qu'il faut féliciter le peuple nigérien pour cela. En termes de défis, oui. En dehors de ce que le confrère a rappelé en termes de défis, moi, je pense que le nouveau président, d'après les résultats qui nous ont été communiqués, a été élu à 36, un peu plus de 36%. C'est-à-dire que le peuple nigérien, c'est des dizaines de millions, une dizaine de millions d'électeurs. Et si c'est seulement 36%, c'est la caution de 36% d'électeurs qui l'ont porté au pouvoir. Cela veut dire qu'il doit travailler à convaincre tous les autres qui n'ont pas pu opter pour lui. Ça veut dire qu'il a un souci de réconciliation du pays. Ça veut dire que son projet de société n'a pas pu convaincre les autres Nigérians qui sont donc restés en marge, qui n'ont pas pu adhérer à ce qu'il a proposé au pays. Donc il a le défi de rassurer tous ceux-là, de mettre le peuple nigérien aujourd'hui en confiance, en dehors des problèmes économiques du Naira qui a ajouté et du problème du phénomène de Boko Haram, qui est un mal qui a défié pratiquement tous les régimes. Il y a que aujourd'hui, il y a les violences ethnico-religieuses qui sont quand même monnaie courante dans la sous-région. Et l'insécurité de façon récurrente, vous voyez des musulmans s'attaquer à des chrétiens dans certaines régions et vice-versa. Donc je trouve que c'est des problèmes qu'il doit pouvoir résoudre. Il a aujourd'hui l'obligation de réconcilier le peuple nigérien, de travailler à ce que la population constitue une seule et même entité, de ramener l'amour au sein des siens, d'œuvrer à ce qu'il y ait une cohabitation pacifique entre les communautés. Donc, c'est des défis qu'il est appelé à relever et doit également travailler à soigner un peu l'image du Nigeria, de faire en sorte que le Nigeria ait une diplomatie plus ou moins offensive, parce qu'on a l'impression que c'est un pays qui est un tout petit peu refermé sur lui-même. Vous vous rappelez de cette affaire de fermeture des frontières qui a éprouvé un peu certains pays limitrophes du Nigeria de part et d'autre. Donc je vais espérer que le nouveau président, comme l'a dit le chef de l'État, comme il a souhaité le président Patrice Talon, qu'on ait une coopération beaucoup plus impactante entre nos deux pays qui demeurent, n'est-ce pas, des États voisins. Très bien. Oui, Monachiro Tinubu prend un pays comme la République fédérale du Nigeria où presque tout est à reconstruire. En fait, bon, je vous rassure déjà que ce n'est pas... Gagne d'avance. Non, en fait, ce n'est pas un nouveau
qui vient prendre le truc là, Il connaît le sérail. Si vous rappelez, vous remémorez de son parcours, c'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est un fils du roi. Oui, bien sûr. Un faisait de roi. Entre il a resté entre autres, donc ce n'est pas un néophyte qui vient s'asseoir sur ce fauteuil. Je veux commencer par mon ami. En fait, les 35%, je crois que le système électoral nigérien, c'est à ce niveau que ce n'est pas Le seuil oui, parce que il me semble, selon les explications qui m'ont été données, il suffit au niveau de certains États, vous savez, c'est une fédération. Bien sûr. Lorsque vous arrivez, il y a un quota, je crois que c'est au niveau de 25 ou 35 États, lorsque vous parvenez à franchir un seuil au niveau de ces trucs, parce que tout le monde s'attendait à un second tour. Et après, depuis dimanche, avant que lundi ou mardi, quand le truc est sorti, tout le monde savait qu'ils étaient trois qu'on pouvait. Mais quand au finish, la commission électorale nationale a fini de faire, et que le monsieur a pu rassembler tous ces... Quand il a rempli ces formalités, c'est là qu'on a dit, ah maintenant, tout s'arrête. Au premier tour. En fait, c'est un peu ça. C'est ça qui a donné pratiquement... Non, non, il y a aussi... Si vous permettez, nous allons permettre à Mouda, parce que nous n'avons plus assez de temps, nous allons permettre à Mouda, s'il vous plaît, Eric, vous aurez le temps. Donc, pratiquement, c'est ça qui a justifié. Parce que vous avez le second qui est venu 29, quelque chose. Sûr. Le troisième, c'est pas 24 ou 21. C'est ça. Et c'est 90 millions environ d'électeurs. Pour une population de plus de 200. Non, la contestation, tu l'as dit, elle est pratiquement là, elle est commune en Afrique. C'est-à-dire, c'est notre... C'est mal. Oui, c'est notre... On aura le temps de revenir sur tout ça. C'est notre doyo. Contester les élections, c'est notre chou gras. On est trop fort dans ça. Mais, honnêtement, tel que les amis l'ont dit, en fait, le Nigeria vient d'avoir quelqu'un qui connaît un peu le pays. Et ça, pour moi, c'est déjà peut-être un avantage sérieux pour lui. Parce que les défis, ils sont nombreux. Défis sécuritaires, ça a été dit. Défis même sociaux. Parce que les élections, contrairement à mon ami, il y a eu beaucoup de morts dans la campagne. Ah oui, ça, ce qui se passe là, on parle d'ailleurs du Nigeria. Ce n'est pas nous ici où on gère des choses à la moindre incartade là-bas. Ah oui, c'est de vie à trépas. Par le passé, le président de la commission électorale a été assassiné en pleine rue dans ce pays-là. En fait, c'est un pays de grand banditisme où l'insécurité. Oui, non, franchement, non, ça. Parce que ce sont nos frères. Oui, nous sommes à côté du grand ceux voisin. qui vont savent. Même moi-même, jusqu'à une période récente, lorsqu'on y... Tu as toujours le cœur gros. Mais c'est quand tu franchis, à toi, moi. Quand tu reviens à Badagry, j'attends c'est bien, là. Vous soufflez, dit enfin. Mais quand je descends, je dis, ah, là, maintenant, là, je suis rentré. Je suis là. Donc, tu vois, le Nigeria, parce qu'en Afrique, je crois que si ce n'est le premier, c'est le deuxième pays le plus développé de l'Afrique. Ça doit être même le premier. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. Les gens confondent un peu les trucs. Le Nigeria est un grand pays. Et tous ces défis que nous avons cités, c'est là, c'est pesant. Parce que la conjonction économique, c'est-à-dire tout ce que nous vivons, de par les guerres russo-ukrainiennes, le coût de la vie influe sérieusement même les grands pays comme le Nigeria. Le Nigeria en souffre sérieusement. Donc le monsieur, mais comme on semble dire, il a quand même, je crois qu'il a une carte d'adresse qui doit pouvoir lui permettre de franchir le truc. Tout ce qu'il a à faire, c'est de gérer ces mécontentements d'après élection. Parce qu'il faut pouvoir l'arrêter à temps. Il a même déjà tendu la main à il a commencé par tendre la main aux opposants. Il faut trouver les stratégies diplomatiques qu'il faut pour asseoir tout ça là
et essayer parce que les défis sont nombreux. Et je crois qu'avec pratiquement le profil qu'il a, je crois que tout bougera. Oui, le Asiwaju Mohamed Bola Tinubu est désormais le président élu de la République fédérale du Nigeria, à côté duquel le Bénin est, bien sûr, nous aurons à profiter de ces innombrables pauvres. Je salue la promptitude de notre chef d'État. Oui, le Parce président que c'est souvent rare, oui. Oui. Quand j'ai lu le truc, j'ai dit, bon. Voilà. Et donc, c'est le voisin, c'est le géant de l'Est, quand même, c'est un voisin. On est des peuples frères et amis. voilà. Je pense qu'il a bien fait. Merci à vous, chers collègues. Gabin Goubiyi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'être venu. Moudachiro Souberou, rédacteur en chef de l'autre quotidien, qui était donc avec nous. Puis ensuite, Eric Kouchiko, rédacteur en chef de Royal Web TV. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. On se donne rendez-vous dimanche prochain, mais avant, restez toujours en notre compagnie. Dimanche, sa politique se poursuit. Le bulletin de l'information, puis toute l'équipe pour le débrief. Bonne suite des programmes. C'est à tout à l'heure.